20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime. Émission qui a été préparée, comme chaque jour, par Justine Vignot avec Émilien Vinet. C'est Vivian Lecuivre qui est à la réalisation technique de cette émission. Et si j'ose dire, accrochez-vous, attachez vos ceintures, parce que l'histoire qu'on va vous raconter ce soir avec mon invité, le journaliste Nicolas Jacquard, est véritablement hors norme. On manque d'adjectifs pour parler de celui qui s'appelait lui-même le loup-garou de Sibérie, le maniaque d'Angarsk. Ça, c'est la presse sibérienne qui l'a baptisé de ce surnom. Un homme de 54 ans qui a fait une grande partie de son parcours professionnel dans la police et qui a fait officiellement, on en parlait il y a 2 secondes avec Marc-Olivier Fogiel, au moins 81 victimes. Ça se passe principalement entre 1992 et 2012 en Sibérie, dans la région du lac Baïkal. Et cet homme a déjà été condamné en 2015 à la prison à vie pour 22 meurtres. Il vient d'avouer 59 autres crimes. Donc, si vous faites l'édition, on arrive à 81 victimes. Et son deuxième procès vient de s'ouvrir à Irkoutsk. Et je pense que non seulement c'est le numéro 1 ou hit parade, si j'ose le mot, des tueurs en série russes actuellement, mais c'est peut-être le tueur en série le plus important tueur en série de tous les temps en Russie. Bonsoir Nicolas Jacquard. Bonsoir Jacques. Alors je voudrais ajouter, vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France, moi j'ai découvert cette histoire en vous lisant, parce que vous avez publié au début du mois d'avril dans votre journal l'enquête que vous avez réalisée sur place. Dites-moi simplement comment vous êtes tombé sur cette histoire, parce que après vous êtes allé en Sibérie, vous avez rencontré les principaux acteurs de l'histoire et vous avez fait une enquête qui est hallucinante parce que on va parler aussi de la personnalité de cet homme, évidemment bon père, bon époux, bon collègue de travail, quoi. Comment vous avez été au courant de cette histoire ? Par l'intermédiaire tout simplement d'une dépêche de l'agence France Presse, donc ces petits articles qui sont envoyés aux journalistes. On a découvert à ce moment-là, au mois de janvier, qu'il y avait ce second procès de Mikhail Popkov, dont je l'avoue humblement, je n'avais pas entendu parler jusque-là. Non plus. Et peut-être parce que aussi on a entre la presse occidentale, la presse russophone, peu de passerelles du fait de la barrière linguistique, et c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il y avait cet homme-là et qu'on a appris l'ampleur de ses crimes. Et c'est ensuite en allant sur place qu'on a découvert la totalité de cette histoire et tous ses tenants et ses aboutissants. Oui, parce que nous ici à l'heure du crime, on avait évoqué, notamment avec Stéphane Bourgoin, le grand spécialiste des tueurs en série, on avait évoqué l'histoire de celui qu'on appelait le boucher de Rostov, Andrei Chikatilo, qui a été exécuté en 1994 pour 53 meurtres d'adolescents et d'enfants. Il y a eu aussi Alexandre Pichouchkine. Lui, on l'appelait le tueur à l'échiquier. Ah, il était vraiment dérangé, hein. Il a été condamné à perpétuité pour 48 meurtres. Mais pourquoi on l'appelait le tueur à l'échiquier ? Parce qu'il y a 64 cas sur l'échiquier. Et il voulait tuer 64 personnes. Bon. On se dit là, voilà, on est déjà loin dans la stratosphère du crime. Et là, on tombe sur cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle est tout simplement inimaginable. Et c'est ce qu'on découvre en allant en Angarsk, que d'abord, cet homme-là, c'était un policier, c'était pas n'importe qui. Et puis surtout, la première question, la question principale, celle qui a guidé un petit peu notre enquête, c'est de se dire comment cet homme-là, ce tueur-là, a pu prospérer pendant autant d'années, c'est-à-dire pendant 20 ans, vous le rappeliez, une période qui court officiellement tout au moins de 92 jusqu'à 2012. Oui. Alors évidemment, vous dites dans l'article que j'ai lu, mais je suis payé pour savoir que quand on fait une émission ou un article dans un journal, on est obligé de faire des coupes. Voilà, on a des tas de choses qu'on peut dire et d'autres c'est pas parce qu'on peut pas les dire, mais parce qu'on n'a pas la place ou le temps pour le dire. Et vous faites remarquer que comme il était policier, enfin il a fait d'autres métiers, hein, il a été fossoyeur aussi, bon, il a été, je sais plus, j'avais noté ça quelque part. Il a été pompier, il a travaillé comme agent de sécurité également. Voilà, et assistant après de la brigade criminelle d'Angarsk, il était monté en grade là. Il connaissait les techniques policières et donc il réussit. Il savait comment ne pas laisser de traces. Enfin, il savait tout sur
comment se passait une enquête criminelle. Donc peut-être que ça explique comment il a échappé aussi longtemps. Alors c'est tout le paradoxe de ce tueur. On a quelqu'un, quand il tue, qui ne prend que très peu de précautions. On va détailler son mode opératoire. En fait, à cette époque-là, la police à Angarsk n'avait que très peu de moyens, donc très couramment, souvent, les policiers utilisaient leur véhicule personnel. Lui, il travaillait la nuit, d'abord comme simple policier de son quartier. Ouais. Il patrouillait et il était toujours au volant de son véhicule personnel, et c'est comme ça qu'il allait chercher ses victimes. Donc des femmes qui, la nuit, marchaient seules, parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque-là, en Russie, on est au début des années 90, donc la chute de l'Empire soviétique, il y a très peu de moyens, et les gens font du covoiturage, si je puis dire, avant l'heure. Et il y a beaucoup de stops, évidemment. Il y a beaucoup de stops, on lève la main, et puis voilà, on monte à bord de la première voiture qui passe, et à ce moment-là, les jeunes femmes sont d'autant plus rassurées que Mikhail Popkov sort sa carte de police. Il est très avenant. Les quelques très rares rescapés qui ont pu évoquer ce parcours-là expliquent que vraiment, il les mettait dans une totale confiance avant de basculer dans une totale folie criminelle. Voilà. Donc cette histoire-là est véritablement, peut-être qu'on va encore apprendre des choses au cours du procès qui devrait se poursuivre, je crois, jusqu'en été. Vraisemblablement jusqu'au mois de juin. Alors le système judiciaire russe est ainsi fait qu'on ne peut pas donner de date de fin précisément, mais on pense début de l'été, peut-être à l'automne. Alors, on va vous retrouver dans un petit instant, évidemment, parce que vous allez nous raconter votre enquête, les personnes que vous avez pu rencontrer, les réponses que vous pouvez donner aussi à certaines questions, parce qu'il y avait la question principale, comment il a pu échapper aussi longtemps à la police, mais il y a un certain nombre, je pense à un profileur dont vous parlez dans votre article, que vous avez pas rencontré. Vous avez rencontré le profileur. Il s'est fait virer, quand même, de la police. Bon, est-ce qu'il y a eu des protections? Ça, c'est une autre question. Et puis, vous avez eu accès au dossier, et il faut dire aussi que cet homme s'est exprimé beaucoup à travers des émissions de télévision russes. Vous avez pu vous faire traduire ce qu'il disait. Et j'ajoute tout de suite, mais ça, on va y venir dans un instant, que du côté du profil psy, on se dit il est fou allié. Non, pas du tout. Les psychiatres disent que non, c'est un type normal qui est en tout cas accessible à des sanctions pénales. Alors, on en parle donc avec vous de ce tueur en série, et dans une petite demi-heure à peu près, nous aurons en ligne également Vladimir Fedorovski. C'est le plus russe des écrivains français maintenant, parce qu'il défend une nationalité française, ancien diplomate de l'époque soviétique, et qui vient de publier un livre sur le Kremlin, au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine. Mais en même temps, on a plein de questions à lui poser sur comment ça fonctionne, la criminalité, la police, dans la période qu'il a connue, évidemment, et encore aujourd'hui. À tout de suite. 20h, 21h, L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Et nous retrouvons tout de suite Nicolas Jacquard, c'est l'invité de l'heure du crime ce soir pour parler de Mikhail Popkov, le loup-garou de Sibérie. C'est comme ça qu'il s'intitulait lui-même. Il s'était surnommé le loup-garou, le maniaque d'Angarsk. Donc, alors cette ville, plantez-nous un peu le décor, parce que toute cette histoire, et c'est en partie d'ailleurs une réponse aux questions qu'on peut se poser, est assez particulière. On est au cœur de la Sibérie, quand même. On est absolument en plein cœur de la Sibérie. Géographiquement, vous avez Irkoutsk, qui est la capitale de la Sibérie, donc au sud du lac Baïkal, très grosse ville. 200 000 habitants. Tout à fait, et puis une très jolie ville avec des bâtiments 19e, et puis vous avez Angarsk. Là, on est à 80 km au nord d'Irkoutsk, ouais. Et Angarsk correspond beaucoup plus à l'image d'Épinal, si je puis dire, qu'on peut avoir de cette Russie soviétique. On a une ville qui est très quadrillée, avec des bâtiments qui ont commencé à sortir de terre seulement après la Seconde Guerre mondiale, construits d'ailleurs par, à ce moment-là, ce qui n'était qu'une colonie pénitentiaire, donc des gens qui étaient au goulag. Ouais. Et puis voilà, la ville a prospéré comme ça autour d'un impressionnant complexe pétrochimique. On a aujourd'hui autour de 200 000 habitants, et toujours ces grandes avenues, cette statue de Lénine et cette ambiance très soviétique en fait. Et des prisons, on l'a appelé la ville-prison, je crois. La ville-prison, puisque les goulags, en fait, les anciens goulags ont été transformés en prison à l'heure actuelle, et on a 5 grandes prisons. Ouais. On a aussi les anciens prisonniers du goulag qui se sont installés en fait sur place. Ouais. Donc tout ça dans une ambiance très particulière, et qu'il était encore plus au début des années 90, au sortir de la Russie soviétique. Alors, il faut bien dire que dans le
ce qu'on appelle le goulag, il y avait des prisonniers politiques mais il y avait aussi des prisonniers de droit commun, et beaucoup, après l'effondrement de la Russie soviétique, sont restés sur place. Vous avez rencontré des responsables de la police criminelle d'Irkoutsk, je crois. Oui, on a rencontré le Far West ici. C'est ça, c'était très exactement ça. L'ancien chef de la brigade criminelle d'Angarsk nous expliquait qu'à l'époque, il y avait autour de 5 à 10 meurtres par nuit. Donc au quotidien, pour une ville de 200 000 habitants, il faut imaginer ce que ça pouvait être. Une consoeur locale, journaliste qui a grandi là-bas, nous disait, voilà, c'était une guerre des gangs permanente. Et quand vous allez encore au cimetière, dans un des nombreux cimetières de la ville, vous voyez par exemple telle allée avec tous les membres d'un même gang qui ont été tués une même nuit. Et voilà, dans ce contexte-là, on peut dire que les meurtres de femmes et de jeunes femmes sont passés initialement complètement inaperçus. Alors, au printemps, il y avait une recrudescence de découvertes de cadavres. C'est ça, ça a commencé très exactement, ou tout au moins officiellement, en 1992. On a d'abord un premier corps qui est retrouvé aux lisières de la ville. Et à ce moment-là, comme je vous le disais, absolument personne n'y prête attention. Et ces corps, ils vont commencer à s'amonceler, toujours des femmes et jeunes femmes qui ont été tuées presque de la même manière, de manière absolument terrible et atroce, toujours à l'arme blanche ou avec des objets contondants, jamais d'armes à feu. Et puis ces corps, de saison en saison, essaiment alors à la fois autour de la ville et le long de la M53, qui est en fait cette voie rapide. Qu'on appelle la route de la mort. La route de la mort, on ne l'appelle pas encore comme ça à ce moment-là, mais elle va le devenir progressivement au fur et à mesure que des cadavres sont trouvés dans les bois attenants. C'est la route qui va de Irkoutsk à Moscou. C'est ça, elle longe le transsibérien, très exactement. Et donc ce policier qui vous parle, vous en avez rencontré d'autres, comment il explique? Parce que est-ce que les policiers avaient trop d'affaires sur les bras pour vraiment les traiter comme il fallait? Est-ce qu'ils avaient le sentiment, parce que j'ai l'impression en vous lisant que on savait qu'il y avait quelque part un tueur ou plusieurs, mais enfin, quand il y avait certains meurtres découverts, on dit le titre du journal, c'était « Il a encore tué ». Il y a une sorte de psychose à un moment. Il y a eu une psychose qui s'est installée. C'est assez difficile de dire si effectivement on avait d'emblée un manque de temps et un manque d'intérêt pour traiter ces crimes, ou si effectivement il y a eu une volonté, on va dire, de les ignorer quelque peu. Le sentiment que j'ai pu avoir sur place, c'est que d'abord les policiers ne s'y sont pas intéressés parce qu'ils avaient, comme je vous le disais, beaucoup d'autres affaires criminelles à traiter. Et puis progressivement, quand même, il y a cette rumeur qui insidieusement s'est installée sur la ville. On a commencé à trouver quand même suspect ce nombre de jeunes femmes qui disparaissaient. Et puis, petit à petit, il y a un certain nombre de détails qui ont émergé. On parlait d'un prédateur qui tournait en voiture. Les jeunes femmes commençaient à en parler entre elles, à se méfier. Mais tout ça a pris énormément de temps, puisque quand on discute avec certaines qui ont vécu là-bas, elles nous disent, voilà, au milieu des années 90, dans les années 93, 94, 95, on sortait, il y avait aussi une forme d'insouciance par rapport à d'éventuels dangers, quels qu'ils soient. Et c'est seulement après coup qu'on a appris effectivement qu'il y avait ce maniaque, ce qui fait poser un certain nombre de questions aujourd'hui, avec des gens qui se disent, voilà, si peut-être on en avait su plus à ce moment-là, on aurait pu s'en protéger. Alors, il y a eu quelques miraculés dans le palmarès épouvantable de cet homme, quelques miraculés qui ont déposé, vous avez eu connaissance du contenu de ces procès-verbaux, certaines d'ailleurs on n'a pas tenu compte de ce qu'elles racontaient. On a ces témoignages de 2 jeunes femmes, l'une en 97, l'autre en 98, qui ont miraculeusement survécu à Popkov. La première dans des conditions absolument effroyables, puisqu'il a d'abord tenté de la tuer. Elle a été secourue par des badauds qui passaient par là. Et il attendait, il était caché. Il attendait, il voulait pas laisser de témoins derrière lui. Il a essayé de la tuer une seconde fois, et quand elle s'est réveillée, c'était le lendemain matin. Elle était en culotte à la morgue. Là, on s'est rendu compte qu'elle était encore vivante. Ouais. Particulièrement blessée, et cette jeune femme, la première, a pu donner un certain nombre d'indices sur la personne qui lui avait fait qui lui avait fait ça. Oui, une description physique. Description physique. Ouais. On a même employé l'hypnose à ce moment-là pour essayer d'avoir des détails qui émergent. La seule chose, le seul problème, c'est que pour en arriver là, il a fallu 1 an. Il a fallu que sa propre famille, à elle, se batte pour qu'une enquête soit ouverte. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand même, que le procureur d'Irkoutsk a pris un petit peu la mesure de l'ampleur de ces crimes et a dépêché sur place ce profiler qu'on évoquait tout à l'heure, qui s'appelle Nikolai Kitaïev. Alors, dont on va parler dans quelques instants après la pause. Mais en même temps, quand est-ce qu'on s'est mis à soupçonner
qu'un policier pouvait être le tueur. Parce que si ça commence en 92, faut pas oublier que Popkov a été arrêté en 2012. Alors on va raconter tout à l'heure dans quelles circonstances il a été arrêté, parce qu'il était arrêté à la fois sur ce qui est banal maintenant aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire un ADN qu'on avait quand même trouvé, donc il faisait bien des fautes de temps en temps sur les scènes de crime, mais aussi avec un autre détail qui ramenait à son métier de policier. Mais pendant toutes ces années, on ne savait pas qui frappait ces jeunes femmes. On savait, elles avaient, on peut établir une sorte de profil, mais il est très large. Sont toutes des femmes, certaines des prostituées, d'autres des mères de famille, et elles ont entre 16 et 40 ans, quoi. C'est ça. C'est très exactement le profil de ces victimes-là. Lui, d'ailleurs, expliquera après coup qu'il avait une forme de volonté de nettoyer la ville de femmes aux mœurs légères, mais quand on regarde de près, on voit qu'effectivement, on a des mères de famille, on a des adolescentes, et même une professeure de sa propre fille à lui, ainsi que des camarades de classe également. Oui. Donc voilà, ça ne tient pas effectivement comme explication. Il expliquera après, quand il aura été arrêté, qu'il avait donné même de l'argent que sa fille lui avait réclamé pour l'enterrement de cette femme, de ce professeur qu'elle avait tué. Il faut chercher pas la morale de l'histoire, je crois qu'il y en a absolument pas. On se retrouve dans un petit instant avec Nicolas Jacquard, et là on va vous parler du fameux profileur qui s'est fait virer quand même de la police, peut-être parce qu'il était trop bon. L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL. Et nous retrouvons Nicolas Jacquard. Nicolas Jacquard, invité de l'heure du crime pour l'enquête qu'il a menée sur place, là-bas, en Sibérie, sur les traces de ce tueur en série, hors norme, puisque en additionnant à la fois les 22 meurtres pour lesquels il avait déjà été condamné en 2015 à la prison à perpétuité, avec les 57 autres personnes dont il a assumé les avoir tués, ce qui porte donc le chiffre total à 81, et ce qui explique aussi qu'il y a maintenant un autre procès. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais il a été condamné à perpétuité. Pourquoi on fait un deuxième procès? Il faut qu'il soit condamné une deuxième fois. Ou alors c'est peut-être simplement par respect pour les victimes. Il y a un petit peu des deux, effectivement. Il y a aussi cette question que beaucoup se posent, c'est-à-dire que pourquoi ne pas les avoir avoués d'emblée avec les 22 premiers? Et certains disent que Popkov, ça lui permet de rester en prison à Irkoutsk, pas très loin de sa famille, dans des conditions de détention qui sont largement meilleures qu'est-ce qu'elles seraient en fait en Sibérie arctique, où il ne manquera pas d'aller par la suite. Ouais. Et donc voilà, il distille un petit peu ses aveux, et peut-être d'ailleurs que tout n'a pas encore été dit. D'accord. Alors, il y a eu quand même un énorme travail, en tout cas pour les procès, près de 900 personnes entendues, enfin des milliers de témoignages. Sauf que quand on fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire de remonter le temps pour essayer de comprendre comment la police russe a mené son enquête, alors là, heureusement que vous avez rencontré monsieur Nikolai Kitaev, qui est actuellement professeur de criminologie à l'université d'Irkoutsk, parce que Escalité, en fait, on lui a demandé, presque en tant que profileur, de se pencher sur la chose. Et c'est lui qui a constaté le travail ou l'absence de travail qui avait été faite depuis le début. C'est ça, à l'époque, à la fin des années 90, donc très exactement à la fin de l'année 1998, à l'époque, il est adjoint au procureur d'Irkoutsk, et la rumeur, comme je vous le disais, a commencé à enfler. Le procureur décide d'envoyer son bras droit à Angarsk pour voir de quoi il en retourne. Et assez rapidement, Kitaev prend la mesure des choses, ou de l'absence, vous le disiez, d'un travail concret, parce que il nous l'expliquait, on a par exemple des dossiers pour un même crime, vous n'avez que 3 pages. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les techniques de police légale étaient assez balbutiantes, mais lui-même nous le dit voilà, le job n'avait pas été fait, très clairement. Ça a été bâclé, quoi, en fait. Ça a été bâclé, peut-être parce que la police n'avait pas vraiment les moyens, peut-être aussi, alors certains s'interrogent parce qu'ils ont assez rapidement perçu que le tueur potentiel pouvait être un des leurs. Et que à ce moment-là, une espèce d'esprit de corps ou le refus de l'humiliation aurait pu expliquer que on protège finalement, peut-être même sans le connaître, ce tueur en série, quoi. C'est une possibilité. Et puis après, on peut aussi naturellement se dire que l'ampleur des crimes était bien trop grande par rapport aux moyens d'une police d'une ville relativement moyenne à cette époque-là. Tu
comment, cet homme ? Il tuait donc à l'arme blanche, systématiquement, parfois à main nue, et même, on l'a appris par la suite, avec des armes qu'il avait lui-même dérobées dans les scellés du commissariat central, où il travaillait, on le disait, comme assistant de la brigade criminelle. Alors assistant, c'est-à-dire qu'il était un petit peu, on va dire, l'homme à tout faire. Il était chauffeur, et régulièrement, d'ailleurs, ses supérieurs l'utilisaient dans les enquêtes sur des crimes qu'il avait lui-même commis. Il enquêtait sur ses propres crimes. Une fois, d'ailleurs, un de ses collègues nous l'expliquait, nous dit, voilà, on a découvert 2 corps dans une forêt. Je lui ai dit, écoute, Michael, c'est toi qui vas emmener les inspecteurs principaux sur place. Et lui m'a répondu, je préfère y aller tout seul avant pour repérer les lieux, pour pas me perdre dans la forêt. Et il lui-même dit, voilà, j'y suis allé, j'ai vérifié que je n'avais rien laissé sur place et j'ai fait disparaître les indices. C'est extraordinaire quand même. Alors, est-ce que c'est monsieur Kitaïev qui a fini par, parce que avec le recul du temps, on s'aperçoit mieux de choses qu'on ne pouvait pas vraiment remarquer peut-être à l'époque, mais est-ce qu'il avait dressé un bon portrait, puisque disait qu'il avait fait office de profileur? Quel était son sentiment à l'époque sur l'auteur de ces crimes horribles? Son sentiment s'est fait de manière assez rapide, en quelques semaines. Alors c'est toujours facile, on peut se dire après coup, voilà, de dire voilà, je l'avais trouvé, mais on a eu quand même le compte rendu de son profiling entre les mains, et c'est vrai que c'est assez bluffant parce que tout colle. Je vous en dis quelques mots. On parle d'un homme de type caucasien qui habite en Garsk, qui est né probablement entre 1960 et 1969, c'est le cas de Mikhail Popkov, et qui connaît parfaitement le secteur et sa vie nocturne. On parle de quelqu'un qui possède une voiture, quelqu'un qui met en confiance ses victimes et qui est physiquement très fort. C'est le cas de Popkov, qui a pratiqué notamment le biathlon à très haut niveau et qui est un sportif accompli. Oui. Alors évidemment, moi ça me bluffe toujours, parce que quand on parle comme ça des profileurs ou des ancêtres des profileurs, il y avait une histoire qui s'était passée à New York pendant la guerre. On cherchait un type qui posait des bombes partout, qu'on avait je crois baptisé Mad Bomber, le tueur fou. Et il y avait un psychiatre qui avait fait office de profileur à l'époque. Il avait expliqué aux policiers new-yorkais qu'il n'arrivait pas à arrêter l'auteur de ces attentats qui faisaient des morts. Il avait dit, vous allez le trouver pas loin de New York, donc dans le New Jersey. Il sera certainement d'origine polonaise, et quand vous allez l'arrêter, il sera habillé en costume 3 pièces. Donc c'est quand même difficile à admettre. Or, alors pourquoi ? Parce que l'homme avait, je crois, lacéré à coups de couteau des fauteuils de cinéma dans lesquels il avait fait d'ailleurs des victimes. Et dans la tête de ce psychiatre, c'était en Europe de l'Est qu'on maniait quand même plus le couteau que le revolver, d'où l'idée du polonais, et le costume 3 pièces, je ne sais plus comment il avait trouvé ça, sauf que quand les New-Yorkais sont arrivés pour arrêter cet homme, qui était effectivement polonais d'origine, il était habillé comme vous et moi, quoi, mais il avait dit aux enquêteurs, est-ce que vous me donnez l'autorisation, je voudrais m'habiller pour aller au tribunal, et il est rentré dans sa chambre quelques instants avec un inspecteur évidemment pour le surveiller, et il est ressorti avec un superbe costume 3 pièces et un gilet en dessous, quoi. Donc c'est quand même extraordinaire. Il vous avait fait quelle impression, le vôtre, si j'ose dire, là, de profileur? Il m'a fait plutôt une bonne impression. Après, c'est vrai que assez rapidement, même dans la foulée de son profiling, il y a à ce moment-là de vraies tensions entre lui et puis les enquêteurs locaux. Les uns et les autres ne vont pas dans le même sens. Ouais, il s'est fait virer. Il se fait virer. Il rend son profiling, il se fait virer aussi parce qu'il tape sur ses confrères locaux en disant voilà, le travail n'a pas été fait, c'est inadmissible, laissez-moi prendre la tête d'une brigade d'enquête et je vous apporterai effectivement ce tueur en série. Il se fait remercier immédiatement et il en a nourri une certaine acrimonie depuis en disant voilà, si on m'avait donné les coups des franches à l'époque, j'aurais pu l'arrêter, ce qui n'est pas évident non plus. Et on va confier la suite de l'enquête à un organisme russe qui est très proche du FBI. Vous allez nous raconter ça dans un tout petit instant, après cette pause. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Invité de l'heure du crime, le journaliste
Nicolas Jacquard, et je dois dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fasciné par l'histoire que vous avez racontée par votre enquête, c'est Vladimir Fedorovski que nous aurons en ligne dans quelques minutes. Bon, alors lui évidemment il connaît bien la Russie, il est russe d'origine, il a été diplomate à l'époque de l'Union soviétique, la Sibérie c'est ce que c'est, moi je dois dire que j'ai une certaine curiosité sur les enquêtes criminelles, parce que c'est vrai qu'officiellement il n'y avait pas de tueur en série, il n'y avait même pas de criminalité dans le paradis soviétique. On va lui poser des questions, mais je sais qu'il s'est beaucoup intéressé personnellement, Fedorovski, à ce personnage donc de Mikhail Popkov. Alors, on en était avec vous il y a un petit instant à parler de ce personnage qui a fait office de profileur, qui est maintenant donc professeur de criminologie à l'université d'Irkoutsk, et on passe l'enquête, donc, puisqu'on le vire, à un service donc qui ressemble étrangement au FBI. C'est ça, une unité fédérale de police, quoi. C'est ça, parce que donc Kitaïev est démissionné en 98. Pendant les 4 années qui suivent, jusqu'en 2002, il se passe rien. Popkov est toujours policier. Popkov continue à tuer, parfois même 2 par 2 au niveau de ses victimes. D'ailleurs, à un moment, on s'est demandé s'il n'avait pas une éventuelle complicité. Ça n'a pas pu être mis en évidence. Et puis, en 2002, il est viré de la police. On a rencontré son ancien supérieur qui nous dit, voilà, j'avais des soupçons, je n'ai pas pu les étayer, je l'ai interrogé, il a rien lâché. À ce moment-là, je me suis servi d'une bavure qu'il avait commis. Popkov avait frappé une sorte de SDF à coups de crosse à la tête, et son supérieur s'est servi de ça pour le virer de la police. Et c'est à peu près à la même époque que Kitaïev fait paraître avec l'un de ses amis journalistes un article à Moscou qui retient l'attention du ministère russe de l'Intérieur, lequel va envoyer sur place une équipe du comité d'enquête qui est très exactement l'équivalent du FBI. Donc là, on a une brigade Popkov, si je puis dire, qui est montée et qui va sur place à Angarsk. D'accord. Et alors, ce sont ces policiers qui vont finir par réussir à identifier et arrêter Popkov, là. Ils vont l'identifier, mais près de 8 ans plus tard. Parce que d'abord, quand ils vont travailler dessus, à ce moment-là, Popkov ne tue plus. On ne trouve plus de corps, il ne se passe plus rien. À un moment, on se demande s'il est décédé, on se demande s'il n'y a pas une maladie quelconque qui aurait pu l'empêcher de tuer. On saura après coup que c'est simplement que Popkov, ayant quitté la police, s'est installé comme vendeur de voitures d'occasion et qu'à ce moment-là, il quitte Angarsk, où il n'y est plus que très épisodiquement, pour aller convoyer des voitures jusqu'à Vladivostok, enfin plutôt des voitures qu'il va chercher à Vladivostok, donc un port qui est en face le Japon, pour les importer sur Angarsk. Et ceci expliquera cela. Et c'est seulement à Vladivostok qui va être arrêté plus tard. C'est très exactement à Vladivostok qui va être arrêté, et grâce à l'ADN. Mais là, on sera en 2012, et à ce moment-là, les autorités russes n'ont pas lâché l'affaire. Elles se disent, voilà, on sait que peut-être, vraisemblablement, il est policier, et on va passer tous les policiers actuels ou passés d'Angarsk au test ADN. Ah oui, d'accord. Donc on a comparé les ADN de membres de la police d'Angarsk avec les ADN qu'on avait trouvés, ou l'ADN qu'on avait trouvé sur scène de crime. C'est ça, plusieurs centaines d'ADN. On l'a fait très méthodiquement, par ordre alphabétique, jusqu'à la lettre P. Et d'ailleurs, la policière qui, à ce moment-là, voit ce jour de 2012 arriver Popkov dans son bureau pour un prélèvement, Popkov lui dit, mais si je refuse, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoutez, on vous considérera peut-être comme suspect. Eh bien, naturellement, il a accepté, et quelques semaines plus tard, les résultats sont tombés. Les 2 ADN étaient confirmés, et c'est à ce moment-là qu'on allait le chercher dans le transsibérien, où il avait pris place pour aller à Vladivostok. Alors, encore une question, Nicolas Jacquard, c'est que vous dites qu'il avait arrêté de tuer. Est-ce qu'il a repris après, avant d'être arrêté, ou est-ce que il a vraiment arrêté à un moment de tuer à cause de ce changement professionnel? Parce qu'il a été réengagé dans la police après, quand même. Alors, le réengagement de la police se fait à peu près au tournant des années 90, donc après 2002, il n'y va plus. Il est d'ailleurs un moment agent de sécurité au complexe pétrochimique. Il fait un certain nombre de petits boulots. Il a toujours d'ailleurs été assez inconstant professionnellement. Et c'est vraiment la question cruciale aujourd'hui, c'est que on a quand même, sur ces 81 victimes, des meurtres qui ont pris place entre 92 et 2002-2004. C'est assez difficile de se dire aujourd'hui qu'il a arrêté de tuer entre 2004 et 2012.
Et on se demande s'il n'y a pas une seconde route de la mort qui serait cette autoroute qui va de Angarsk à Vladivostok. Et nous avons des sources sur place qui pensent qu'on va retrouver d'autres victimes de Popkov dans un autre secteur géographique qui est celui-ci. Alors, il a été arrêté sur comparaison ADN, mais je crois que j'ai lu ça sous votre plume, que il y avait des traces de pneus qui avaient été relevées sur certaines scènes de crime, et que ces traces de pneus, on les avait attribuées de façon certaine à des Lada d'un certain, je sais pas comment dire, modèle, qui était précisément le modèle des voitures de la police, et en tout cas de la voiture que conduisait Popkov quand il était policier. C'est ça, c'est l'un des premiers indices qui a été retrouvé, avant même ces 3 ADN qu'il aura laissé sur certaines de ses victimes. D'ailleurs, Popkov dira de ça: j'ai commis une erreur technique, je ne pouvais pas imaginer les avancées de la technologie et l'avènement de l'ADN. Mais avant même cet ADN, on a des traces de pneus qui reviennent à intervalles réguliers sur certaines des scènes de crime, qui sont des pneus de ce petit véhicule Lada Niva, c'est ce petit 4x4 un peu carré, oui, que les soviétiques avaient en grand nombre et que lui possédait à titre personnel et qu'il a gardé plusieurs années. D'accord, c'était pas la voiture de il y a aussi des Lada Niva dans la police d'Angarsk, mais là c'était la sienne. D'accord. Alors bon, il est arrêté. Il parle tout de suite, il avoue, comment ça se passe? L'arrestation se fait sans aucun problème. On a 2 policiers qui sont les pionniers un petit peu de cette brigade Popkov, donc qui sont mis sur le coup, qui vont le chercher, comme je vous le disais, qui prennent l'avion pour rejoindre le transsibérien où Popkov se trouve ce jour-là. Voilà, ouais, ils montent dans le train, une gare avant l'arrivée à Vladivostok, ils vont l'interpeller et tout de suite, il avoue. L'interpellation se passe mais vraiment sans aucune animosité, sans agressivité de sa part. Lui dira après coup que peut-être que s'il avait été arrêté plus tôt, ça aurait été mieux pour tout le monde. On lui accorde ça bien volontiers. Mais à ce moment-là, c'est presque comme s'il attendait à un moment de se faire pincer. Il dit d'ailleurs, si j'avais eu un petit peu plus d'argent, je crois que je serais parti à l'étranger, peut-être en Australie, peut-être en Thaïlande. Mais il n'avait pas les fonds et donc il est resté là. Mais il a fait le compte de ses victimes. Il se souvient du nombre, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il a été condamné pour 22 meurtres. Il a bien fallu qu'il les avoue, ces 22 meurtres, en 2015. Il les a avoués, et c'est ce qui a surpris les enquêteurs, c'est la mémoire impressionnante qu'il a de ces crimes. On a pu voir, par exemple, on a eu en main un schéma que Popkov a fait de sa propre main pour guider les enquêteurs pour aller chercher un des corps qu'il avait laissé dans une forêt au milieu des années 90. Il se rappelle de tout, il se rappelle de la saison à laquelle il l'a tué, de l'apparence physique de la victime, de comment elle était habillée, de comment il a fait pour la tuer, et tout ça impressionne littéralement les enquêteurs, et c'est ce qui fait dire effectivement que s'il y a d'autres crimes, il avouera, alors peut-être plus tard justement pour prolonger encore ses procès, pour rester à Irkoutsk, et puis aussi pour participer aux reconstitutions, parce que ça lui permet de sortir de sa cellule et d'aller s'aérer, disent ses détracteurs. Alors, on se pose toujours la question, parce qu'il y a certains serial killers qui jouent au chat et à la souris avec les enquêteurs, avec les familles de victimes, dans une espèce de jeu de force, quoi. Pour continuer finalement, même derrière les barreaux, à tenir la dragée haute à tout le monde. Lui, moi je suis tombé sur une déclaration, pas dans votre article, une déclaration qu'il aurait faite, je sais pas, peut-être dans une émission de télé, parce qu'il est passé à la télé, comme on dit. Je me considère comme une personne normale du point de vue psychiatrique, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait, et je dois être puni pour cela. Donc on se dit, mais il y a une espèce de rigueur incroyable, de lucidité incroyable, alors qu'on pense que quelqu'un qui a fait ça doit avoir quelque part un désordre psychique. Il a parlé de ses mobiles. C'est assez difficile à dire. Longtemps, on a pensé que le déclic, c'était les infidélités de sa femme, qui sont avérées. On a vu dans le dossier d'instruction notamment le témoignage de l'un des amants de son épouse. D'ailleurs, Popkov a dit à l'époque, j'ai hésité longuement, me disant, est-ce que je la tue, est-ce que je ne la tue pas? Et puis, j'ai pensé à notre fille, je me suis dit que ce serait pas une bonne idée. Et j'en avais tellement envie que je me réveillais le matin en regardant si elle était à côté de moi et si elle était toujours vivante, si je ne l'avais pas tuée dans son sommeil et dans mon sommeil. Il l'a pas fait. En même temps, certains ont pu dire qu'il en avait développé une haine des femmes et que c'était ce déclencheur. Lui, dans ses interviews, dit que ça a peut-être pu jouer, mais qu'il avait aussi des pulsions qui remontaient à longtemps et qu'il pensait que lui-même était génétiquement presque programmé pour être un tueur en série.
Alors, on va reprendre notre souffle, on en a besoin là. Une pause, un peu de musique peut-être, et puis on se retrouve tout de suite après, en compagnie également de Vladimir Fedorovski, à qui on a plein de questions à poser, évidemment. Jusqu'à 21h sur RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime. Invité de l'heure du crime pour parler de ce tueur en série qui se surnommait lui-même le loup-garou de Sibérie, que la presse avait baptisé le maniaque d'Angarsk, Mikhail Popkov. Invité donc pour en parler Nicolas Jacquard qui a mené l'enquête là-bas sur place en Sibérie. Et puis maintenant Vladimir Fedorovski qui est en ligne. Bonsoir Vladimir Fedorovski. Bonsoir Jacques Pradel. Alors, vous ne parlez pas spécialement dans votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Stock, dont on a eu l'occasion de discuter ici dans l'heure du crime, au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, mais on parle en fait dans le décor dans lequel s'est déroulée cette affaire absolument hors norme, c'est-à-dire la Sibérie, des goulags, les mafias qui évidemment ne sont pas nés à l'effondrement de l'Union soviétique, mais qui devaient être là bien longtemps avant. Je vais vous poser une question très ouverte, Vladimir. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ? C'est une histoire assez extraordinaire dans la réalité, parce que la psychologie de personnage est très intéressante pour moi, comme pour l'écrivain. Tout d'abord, le cadre, vous avez si bien dit, le cadre est sublime, Baïkal, Transsibérien, les voyages, tout ça, ça compte. D'une part, d'autre part, le traumatisme psychologique, d'où ça vient. Vous avez dit que je ne parle pas de ce genre de personnage dans mon au cœur du Kremlin. Peut-être c'est pas vrai, parce que je vous ai mal lu alors. Mes agents secrets, oui. Ils désirent une sorte de vertige. Ils cherchent l'adrénaline. Ah d'accord. Ils cherchent, vous savez, de passer au bord du précipice et regarder le précipice. Et hélas, pour les agents secrets, je retrouve cela dans ce personnage. Parce que je regardais l'autre jour, il était filmé, vous avez si bien dit, raconté. Oui. C'est un conteur, il entre dans le détail, mais il avait ce désir de regarder le précipice. Et ça, c'est une chose. Il y a aussi quelque chose qui réunit ce personnage avec les personnages des grands romans russes. D'une part, chercher l'adrénaline dans le précipice, mais d'autre part, toujours d'être, vous savez, une sorte de bordurier. Quand il cherche, il va... quand il participe dans les investigations sur ces crimes, c'est quelque chose d'étonnant. Il est désireux, encore une fois, de voir. Et puis, évidemment, il y avait ce traumatisme personnel. Vous avez parlé dans l'infidélité de sa femme, oui. Mais il y a une autre chose qu'il raconte. Il est quand même, vous savez, il a un problème vraiment de l'impuissance. Ah, alors ça, on va en parler, parce que comme Nicolas Jacquard a réuni un très gros dossier sur lui, on pensait que c'était plutôt une façon d'échapper ou de d'égarer les soupçons. Je ne suis pas certain, parce que là, vous savez, quand il parle d'une manière très ouverte. Ouais. Pour moi, ça n'empêche que pour un impuissant, Vladimir Fedorovski, il a quand même violé 81 personnes. Non, 81 personnes, c'est peut-être une exagération. Vous comprenez, il faut les trouver. Non, si on fait bien les additions, entre les 22 meurtres pour lesquels il a été condamné en 2015 et 57 qu'il vient d'avouer là, et oui. J'imagine, attendez, je reviens à vous parce que je vérifie auprès de Nicolas Jacquard, quand on dit qu'il a avoué 57 autres crimes, on a la preuve que ces 57 crimes ont existé ou non? On a bien 81 victimes qui ont existé, on en a la preuve. Après, sur les viols, effectivement, toutes n'ont pas été violées. Ah, et lui a un petit peu plus de mal à reconnaître les viols par rapport aux crimes. Donc on a l'impression qu'il minimise un petit peu les actes de viol parce que ça correspond peut-être pas à l'image que lui a de lui-même. Envie de donner. Et ce que disait Vladimir Fedorovski à l'instant sur son impuissance, il en parle ? Alors on s'est posé la question, enfin les enquêteurs se sont à un moment posé la question justement à la période où il arrête de tuer. Ouais. On a évoqué l'hypothèse de l'impuissance, également celle qu'il ait été atteint à ce moment-là de syphilis
syphilis, ça reste encore un petit peu nébuleux. D'accord, c'est ce que sa femme avait dit, je crois, non ? C'est ça, mais sa femme a dit beaucoup de choses pour le dédouaner, donc on peut les prendre parfois un petit peu avec caution. Alors, Vladimir Fedorovski, on se pose la question, parce que vous avez entendu tout à l'heure, on parlait de ce criminologue d'Irkoutsk qui disait, les enquêtes ont été un peu bâclées. Est-ce que c'est inédit dans l'histoire de la Russie, le fait d'avoir des policiers tueurs, quoi ? Non, il y avait des policiers tueurs emblématiques. Il y a à Moscou, il y a, vous savez, des gens qui ont collaboré avec la police, qui ont été des tueurs. Non, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais vous comprenez, il y a une chose qu'il faut comprendre. On n'a pas tout dit. Vous avez prononcé le mot goulag. Vous comprenez, il y avait les tueurs qui ont travaillé carrément dans les services secrets avec le désir vraiment de torturer. Et ça, s'il y avait ce côté sadique, vous voulez dire, sadique dans le service secret, absolument incontestable. À sa façon, je ne voudrais pas vous faire de parallèle, mais Staline, il était à sa façon, vous savez, aussi un maniaque. Il ne faut pas nier, c'est 25 millions de morts dus à l'effort de Staline, de Lénine et de Trotsky. Oui, alors, quand même le tueur. Là, il explose le hit parade, là, effectivement, oui. Bien sûr, 25 millions. Et ça en dit long. C'est pour ça, la période post-communiste, elle était traumatisante. Les gens devenaient dingues. Il faut comprendre que tout s'est écroulé au moment de la fin du communisme. Vous savez, quand ils sortaient de la Russie, 120 milliards de dollars, et en même temps, le pays était à 50% au frôler le seuil de pauvreté. Et je ne voudrais pas faire un autre parallèle avec cette période. Mais beaucoup de gens devenaient vraiment à la limite de la folie, à sa façon. Eltsine, je ne voudrais pas faire le parallèle avec le tueur, mais quand même, il cherchait pour échapper à sa responsabilité aussi l'adrénaline continuelle. C'est pas par hasard qu'il a tiré contre son parlement et la veille, en 93, il a tiré sur la foule. Vous voyez, le contexte était là. J'ai une dernière question à vous poser, un petit peu hors contexte, mais on l'a évoqué tout à l'heure avant de vous avoir en ligne. Pourquoi, à l'époque soviétique, on disait qu'il n'y a pas de tueurs en série chez nous, comme il n'y avait pas de chômage, quoi, je veux dire, mais c'était difficile à croire. Il y avait une pègre quand même pendant toute la durée de l'Union soviétique. La pègre était extraordinaire, j'adore raconter la pègre, il y avait les règles avec les pègres et les grands personnages tout à fait extraordinaires, mais c'était une façade, la propagande. Voilà. Mais par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je tiens à vous dire, Jacques Pradel. C'est votre dernier mot, hein, Vladimir. La période très difficile. Mais à la période soviétique, il y avait une distinction entre la propagande et, disons, la politique réelle. Aujourd'hui, tout est mélangé. Ça concerne, hélas, les Russes et aussi l'Occident. On ment et on croit à ses propres mensonges. Et c'est ça la différence par rapport à la période précédente. Je vous remercie beaucoup, Vladimir Fedorovski. Je rappelle donc le titre de votre livre, Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine. Et puis, merci beaucoup, Nicolas Jacquard, pour cette enquête. Et l'histoire n'est pas terminée. Le procès, vous l'avez dit, va certainement s'arrêter à l'été. Et puis, on peut s'attendre peut-être encore à d'autres rebondissements. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà. Et puis dormez bien quand même. Faites de beaux rêves, parce que c'est vrai qu'un personnage comme Popkov, on n'a pas envie de le rencontrer au coin de la rue. Alors soyez tranquille. Il a quand même été condamné à perpétuité. Et là, à mon avis, il va pas s'en sortir avant très longtemps. L'émission est maintenant terminée et on se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'heure du crime.